Réseau Alpha est une association qui a été créée en 2006, dont l'objectif est de faciliter les orientations des personnes en recherche de cours de français en Île-de-France, grâce à l'annuaire en ligne que nous avons créé et que chaque membre du réseau participe à mettre à jour via vos profils structure. Donc voilà, ça c'est notre première mission. Et puis la seconde, c'est une mission de relais d'information pour le secteur de l'apprentissage du français. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place les rencontres thématiques en 2020. Donc les rencontres thématiques ne sont pas des formations, mais bien des espaces d'échange d'informations. Et du coup, aujourd'hui, la thématique que l'on va aborder, c'est la question des droits des étrangers. Pour ce faire, on a invité Vanina Rocchiccioli, qui nous fait l'honneur de nous accorder de son temps aujourd'hui. Vanina Rocchiccioli, elle est avocate au barreau de Paris, elle est spécialiste en droit des étrangers et elle est membre du GISTI depuis 1995 et actuellement, elle en est la présidente. Voilà, donc c'est elle qui va répondre à vos questions. On a organisé cette rencontre à partir des questions justement que vous avez posées via le formulaire d'inscription. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, beaucoup de sous-thématiques qui ont été abordées, notamment la question de l'accès aux soins, au logement, à la formation et à la professionnalisation. Ces questions-là, malheureusement, on ne pourra pas les aborder aujourd'hui puisqu'on n'a qu'1 heure et demie. Donc, on va se concentrer surtout sur les titres de séjour, les statuts administratifs, voilà, les questions qui étaient plus générales en ce sens. Alors, la rencontre, elle va se dérouler en 2 temps. Donc, dans un premier temps, Vanina Rocchiccioli va présenter le GISTI, les ressources que vous pouvez trouver sur le site du GISTI. Elle va essayer aussi de répondre donc, aux questions qui lui ont été posées. Et puis, la seconde partie, ça sera au moins, je pense, une bonne demi-heure. À la fin, elle répondra à vos questions complémentaires. Bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, j'ai pris connaissance des réponses que vous avez faites au moment de l'enregistrement. Donc, il y avait beaucoup de questions. C'était très riche, beaucoup de demandes. Donc, en fait, sur la question du statut des étrangers, j'ai essayé de synthétiser, de vous faire une petite présentation qui sera bien évidemment trop courte puisqu'il y aurait énormément de choses à dire. Donc, j'ai essayé de répondre au maximum aux questions, mais après, il y a bien évidemment le temps d'échange si jamais des choses sont à compléter. Alors, très rapidement, déjà, je voudrais vous présenter le GISTI. Le GISTI, c'est une association qui est basée à Paris, qui a été créée dans les années 70 par des travailleurs sociaux, des militants de terrain et des juristes, et qui a pour objectif de défendre sur le terrain du droit l'égalité des droits sans considération de nationalité et la liberté de circulation. Alors, il y a beaucoup d'activités. C'est une association qui regroupe une dizaine de salariés et beaucoup de membres et de bénévoles. Donc, il y a beaucoup d'activités effectuées par le GISTI. Je vais en présenter quelques-unes. Et tout à l'heure, je partagerai mon écran pour vous montrer le site et pour vous montrer où vous pouvez chercher différentes informations. Alors, il y a parmi les activités une activité de formation qui est une activité très importante qui se fait à plusieurs échelles. Il y a des formations récurrentes avec un catalogue et un onglet dédié sur le site sur lequel vous avez la programmation des formations sur catalogue, mais également des formations qui peuvent être faites à l'extérieur à la demande. Mais au-delà de ces sessions de formation, de manière très régulière, en lien avec d'autres associations qui travaillent sur la question des droits des étrangers, le GISTI essaye à chaque changement de législation, et c'est une matière qui bouge énormément le droit des étrangers, de faire des réunions publiques, très grand public, très larges, pour informer au maximum les personnes sur la réglementation et les changements législatifs en la matière. À cette activité s'ajoute aussi une activité de publication
qui est très importante, avec là aussi plusieurs degrés, plusieurs niveaux dans le cadre de ces publications. Des notes juridiques, des cahiers pratiques, des cahiers juridiques, pardon, des notes pratiques, un guide, une revue qui s'appelle Plein droit et qui est une revue pluridisciplinaire. Je vous présenterai tout à l'heure sur le site les notes pratiques qui me paraissent très importantes pour celles et ceux qui souhaitent entrer dans la matière et avoir des réponses un peu précises sans être noyés sous l'information juridique qui est souvent très difficile d'accès. L'idée des notes pratiques, qui sont d'ailleurs téléchargeables sur le site au bout de 6 mois, c'est que les personnes elles-mêmes, les personnes qui assistent les personnes étrangères dans leur démarche, puissent s'approprier la réglementation et avoir des informations par elles-mêmes. Et à cette activité de publication s'ajoute également sur le site des outils, des publications plus sommaires, mais très importantes également, puisque notamment, je vous donne un exemple, mais il y a une note en ligne dédiée aux demandeurs d'asile qui est traduite en 4 langues. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent par elles-mêmes accéder à l'information. C'est un axe qui est très important. Il y a également une activité de contentieux, puisque je vous le disais, l'objectif, c'est de défendre sur le terrain du droit. Donc, le GISTI cherche à faire évoluer la réglementation dans le cadre de contentieux, menés seul ou avec d'autres partenaires associatifs. Donc, c'est une activité également très importante. Contester des législations, des réglementations, éventuellement intervenir au soutien de dossiers individuels lorsqu'un point de droit est en question. Donc, cette activité-là est également importante. Et enfin, il y a une activité de permanence. Le GISTI reçoit et peut être saisi par courrier. Je vous montrerai également par les personnes elles-mêmes ou par les personnes qui les aident pour obtenir des informations. Il y a une permanence téléphonique également. Et enfin, le GISTI est actif au sein de 2 permanences physiques, une dédiée aux demandeurs d'asile, qui a lieu dans les locaux de la TMF dans le nord de Paris, et l'autre qui s'appelle l'ADJI, qui est un collectif d'associations qui s'occupe de mineurs isolés étrangers. Donc voilà, pour faire très vite, hein, voilà parmi les activités, et je vous dis après, je partagerai mon écran pour vous montrer un peu comment utiliser le site et ce que vous pouvez trouver comme information quand vous posez des questions sur la matière. Sur les différentes questions, alors, je vais vous présenter un petit peu les choses de manière un peu grossière et un peu rapide, mais déjà le texte qui concerne le droit des étrangers, c'est le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui est la réglementation, toute la réglementation est regroupée dans ce document, et s'ajoute à ce document des conventions bilatérales que la France a signées avec différents pays, et notamment deux conventions très importantes concernant la France signées entre la France et l'Algérie, et la France et la Tunisie. Globalement, si on doit présenter des cartes de séjour, l'idée, c'est que pour s'installer en France, il faut venir avec un visa d'installation, c'est ce qu'on appelle le visa D ou visa long séjour. Donc, les personnes qui sont désireuses de venir sur le territoire français, je mets de côté les demandeurs d'asile, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont désireuses de s'installer en France, soit pour des motifs familiaux, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons d'études, doivent solliciter depuis leur pays d'origine ou depuis le pays où elles sont résidentes un visa d'installation, et une fois qu'elles arrivent avec ce visa d'installation, un parcours a lieu, c'est-à-dire que ce visa vaut titre de séjour pendant la première année. Après, on obtient une carte de séjour temporaire d'une année, c'est la carte de séjour temporaire, donc valable 1 an. On peut accéder après à ce qu'on appelle des cartes pluriannuelles, qui sont des cartes valables de 2 à 4 ans. Et enfin, on peut accéder à la carte de résident,
qui est la carte qui a une durée la plus longue, puisqu'elle a une durée de 10 années. Donc, en gros, dans les présentations des titres de séjour, ce qui existe sur les titres de séjour, ce sont le visa d'installation, visa long séjour valant titre de séjour, carte temporaire d'une année, carte pluriannuelle 2 à 4 ans et la carte de résident. Il existe également des documents plus précaires. Ce sont les récépissés de demande de carte de séjour et donc valables entre 1 mois et 4 mois, ou les autorisations provisoires de séjour qui sont pareil valables en moyenne 3 mois à peu près et qui sont renouvelables en fonction de la situation. Ça, c'est pour le parcours, je dirais, classique d'une personne qui viendrait depuis son pays d'origine et qui viendrait s'installer sur le territoire français. Mais il existe également dans la réglementation des possibilités d'obtenir une carte de séjour indépendamment, quand bien même on n'aurait pas obtenu, on ne serait pas rentré avec un visa de long séjour ou qu'on serait rentré avec un visa touristique et qu'on serait resté, ou alors qu'on ne serait pas rentré régulièrement sur le territoire français. Il y a dans le texte un article qui prévoit la régularisation, l'admission au séjour de plein droit pour différents motifs, des motifs personnels, par exemple si vous êtes gravement malade, si vous avez été placé mineur à l'aide sociale à l'enfance avant un certain âge, des motifs familiaux, si vous avez des liens familiaux sur le territoire français, que vous êtes par exemple parent d'enfants français, conjoint de français, ou que vous avez des membres de votre famille en situation régulière sur le territoire français. Donc, ce sont des cas prévus par la réglementation et qui permettent d'obtenir un titre de séjour si on remplit les conditions prévues par le texte, indépendamment du fait qu'on soit rentré avec le visa d'installation dont je vous ai parlé. À cela s'ajoute également ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Donc là, c'est une catégorie très importante, mais qu'il faut différencier de l'obtention de plein droit. L'admission exceptionnelle, c'est prévu par le Code de l'entrée et du séjour, mais il n'y a pas cette notion. En fait, la carte de séjour dont je vous parlais tout à l'heure, si la personne remplit les conditions, l'administration doit lui délivrer une carte de séjour. L'admission exceptionnelle, il y a un pouvoir d'appréciation beaucoup plus fort de l'administration, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'obligation en tant que telle de délivrer la carte de séjour, et ces critères sont assez difficiles et parfois assez flous. Aujourd'hui, on a une circulaire qui date de 2012, appelée circulaire Valls, qui prévoit des cas d'admission dans le cadre de cette admission exceptionnelle, en lien avec le travail, en lien avec éventuellement des enfants scolarisés. Enfin, il y a différentes catégories et possibilités de solliciter cette admission exceptionnelle, mais avec un pouvoir discrétionnaire très important de la part de l'administration sur ces demandes, ce qui conduit parfois, et peut-être que vous avez déjà été sollicité ou questionné sur ce point, à ce que, à situation égale, dans le cadre de ces admissions exceptionnelles, des personnes obtiennent une carte de séjour dans certaines préfectures et dans d'autres ne l'obtiennent pas, alors même qu'elles, sur le papier, elles auraient l'air de remplir les conditions prévues. Donc, voilà pour faire de manière très rapide déjà la présentation des cartes de séjour. Après, il faut savoir aussi qu'il existe différentes cartes de séjour en fonction des raisons pour lesquelles on est sur le territoire français. La carte vie privée et familiale, la carte de séjour temporaire, la carte pluriannuelle ont des appellations vie privée familiale, salarié, visiteur, commerçant, étudiants. Donc, c'est en fonction des raisons pour lesquelles on est venu en France ou alors on a obtenu une carte de séjour sur le territoire. Et sous l'appellation vie privée et familiale, il y a beaucoup de catégories et de situations qui sont prévues, puisque, par exemple, une personne qui serait conjoint de français obtiendrait une carte vie privée et familiale. Une personne qui serait gravement malade et qui ne pourrait être soignée dans son pays d'origine et qui obtiendrait un titre de séjour dans ce cadre-là, aurait également une carte de séjour sous le label vie privée et familiale. Donc ça regroupe
beaucoup de situations. Alors, ça m'amène à répondre à une des premières questions qui avait été posée et qui est revenue plusieurs fois. Qui peut demander et quand demander une carte de séjour? En fait, c'est impossible de répondre de manière théorique à cette question, puisque les critères il y a plusieurs critères qui vont être pris en considération et c'est vraiment du cas par cas. Et les critères vont être la durée de la présence de la personne sur le territoire, l'âge à laquelle elle est rentrée, est-ce qu'elle a une situation médicale, personnelle, familiale, professionnelle. Il y a des multiples critères qui peuvent être pris en considération pour pouvoir prétendre et éventuellement solliciter une demande de carte de séjour. J'arrive du coup, ça m'amène à la deuxième question. Comment est-ce qu'on dépose une demande et qui va instruire le dossier? Une demande de carte de séjour doit être déposée impérativement, doit être instruite par la préfecture où la personne réside. Elle peut être hébergée chez quelqu'un, il y a plusieurs réalités derrière la résidence et la domiciliation, mais c'est la préfecture du lieu où la personne est domiciliée qui va être en charge d'instruire la demande de carte de séjour. Et là, on arrive sur un sujet qui est un sujet d'actualité et qui est très précis actuellement, qui est la manière dont on accède, dont on peut aller déposer, comment est-ce qu'on va déposer effectivement sa demande de carte de séjour. Avant, il y a quelque temps, vous avez dû entendre parler des queues devant les préfectures, c'est-à-dire les gens devaient se présenter physiquement dans les préfectures pour demander un rendez-vous et se présenter en disant voilà, je demande telle carte de séjour pour tel motif et du coup, je demande un rendez-vous pour que mon dossier puisse être instruit. Et donc, il y avait des queues, ou alors on envoyait sa demande par écrit, c'était beaucoup plus rare, mais sinon, il fallait se présenter physiquement, faire la queue pour obtenir ce rendez-vous. Depuis quelque temps, et ça a commencé avant le confinement, même si la période de confinement et la crise sanitaire ont accéléré les choses, on assiste à une dématérialisation des demandes de carte de séjour, c'est-à-dire que maintenant, il y a plusieurs modalités prévues. Soit on enregistre une demande de carte de séjour directement en téléchargeant son dossier sur un espace dédié qui s'appelle Démarche simplifiée sur le site de la préfecture et ça va être instruit et on sera convoqué à l'issue de cette instruction totalement dématérialisée. Ou alors, on doit se connecter sur un lien en fonction de sa situation et obtenir un rendez-vous via ce lien dédié. Et ce auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est qu'il y a très souvent très peu de plages de rendez-vous disponibles et qu'aujourd'hui, la difficulté auxquelles sont confrontées les personnes étrangères réside à pouvoir obtenir ces rendez-vous et réussir à passer le cap de cette connexion et de ces plages de rendez-vous vierges. C'est un problème d'actualité sur lequel nos associations sont très mobilisées. Il y a un travail interassociatif en lien avec la CIMAD, le Secours catholique, le syndicat des avocats de France, etc. Il y a un réseau interassociatif qui est très impliqué sur cette question. Et vous avez peut-être entendu parler du fait qu'une fois par mois, depuis quelques mois, des dépôts de recours sont effectués massivement par les différentes associations auprès des tribunaux pour pouvoir obtenir ce rendez-vous. Je vous renverrai tout à l'heure, quand on ira sur le site du GISTI, vers un lien, un outil qui a été mis en place par la CIMAD et le GISTI
qui explique cette question et qui donne des outils pour que les personnes puissent effectivement faire valoir leurs droits, saisir le tribunal, écrire à la préfecture, etc. Mais cette question de l'accès aux préfectures est un problème d'actualité vraiment très sensible et majeur. Dans les questions qui avaient été posées, plusieurs questions avaient été posées concernant le regroupement familial. Il demandait qu'est-ce que ça voulait dire, quelle était la définition, qu'est-ce que c'était que le regroupement familial et comment il pouvait être mis en place. Le regroupement familial, ça concerne, c'est une procédure spécifique pour les personnes qui résident sur le territoire français, donc des personnes étrangères qui sont titulaires d'une carte de séjour en France et qui demandent à ce que leur famille, entendue au sens conjoint et enfants mineurs, viennent les rejoindre sur le territoire français. Donc, il faut pour cela être en situation régulière depuis 18 mois, être titulaire d'une carte de séjour, justifier de ressources et d'un logement qui vont être variables en fonction du nombre de personnes composant la famille. Et on va déposer sa demande auprès de l'OFII. Je parlerai de l'OFII tout à l'heure parce qu'également, il y avait des questions qui avaient été posées. L'OFII, on dépose sa demande auprès de l'OFII qui va instruire le dossier et la préfecture par la suite va autoriser l'entrée sur le territoire français de la famille dans le cadre du regroupement familial. Donc, ça ne concerne que des personnes étrangères en situation régulière. Ce n'est pas par ce dispositif que les familles de ressortissants européens, les familles de ressortissants français viennent sur le territoire français. Ça ne concerne que des résidents, des personnes en situation régulière de pays tiers qui voudraient faire venir leur conjoint au sens conjoint mari et femme, hein, c'est ça qui est entendu, et enfants mineurs. Et excusez-moi, j'ai utilisé un acronyme, OFII, c'est Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc ça, c'était pour le regroupement, s'agissant du regroupement familial. Du coup, ça me permet également de répondre à une des questions qui avait été posée. Une ou deux personnes s'interrogeaient sur la différence entre l'OFII et l'OFPRA. Qu'est-ce que c'était que ces terminologies et à quoi ça correspondait? Alors, c'est très différent. L'OFPRA, c'est un établissement public qui est chargé de l'application des textes relatifs à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. Donc, en fait, quand des personnes font une demande d'asile, je vais en parler, c'est l'OFPRA qui est la première instance à statuer sur leur demande. Et en cas de rejet de leur demande, ils peuvent faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc, ça, vraiment, c'est le travail de l'OFPRA. Et l'OFII, quant à lui, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous allez probablement en entendre parler dans différents aspects, puisque c'est un organisme public qui intervient à dans plusieurs étapes. Il est en charge des dossiers de regroupement familial, ce que je vous ai dit, puisque l'instruction du dossier va être faite par l'OFII. C'est aussi l'OFII qui est en charge les médecins du collège de l'OFII qui vont rendre un avis dans les dossiers de personnes étrangères malades qui font des demandes de titre de séjour sur ce motif-là, en disant qu'elles sont gravement malades et qu'elles demandent à être admises au séjour en France de ce point de vue-là. Donc, l'OFII et les collèges de médecins de l'OFII vont rendre un avis à l'intention de la préfecture. L'OFII est également en charge des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et il est également en charge de l'évaluation du contrat d'identité républicaine, c'est-à-dire que lorsque des personnes obtiennent une carte de séjour pour pouvoir avoir un titre de séjour
Perrin, l'OFII va, en lien avec la préfecture, leur proposer des cours de français, etc., dans le cadre d'un contrat d'identité d'intégration républicaine, pardon, qui devra être signé pour pouvoir accéder, le cas échéant, à la carte pluriannuelle et à la carte de résident. Et enfin, l'OFII intervient également dans le cadre de l'aide au retour pour des personnes qui font l'objet de mesures d'éloignement et qui demanderaient à bénéficier de cette aide pour quitter le territoire. Donc, ouais, ce sont des deux organismes qui n'ont pas du tout le même rôle. Il y avait également des questions concernant l'asile et les différences entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Alors, tout ce que je vous ai expliqué jusque-là concernant le visa d'entrée, etc., ne concerne absolument pas les demandeurs d'asile. Une personne qui demande l'asile, qui arrive sur le territoire français parce qu'elle elle veut demander protection au titre de l'asile, on ne lui opposera pas le fait qu'elle soit rentrée régulièrement ou irrégulièrement avec visa ou sans visa. Ce débat-là n'existe pas pour les demandeurs d'asile. Lorsqu'un demandeur d'asile arrive sur le territoire français, il va se présenter auprès d'une première plateforme en lien avec la préfecture qui lui remettra, qui va prendre ses empreintes, voir le cas échéant si sa demande ne relève pas d'un autre pays de l'Europe. C'est ce qu'on appelle le processus Dublin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et c'est cette première plateforme qui va enregistrer la demande d'asile. Et ensuite, le dossier va être envoyé à l'OFPRA, dont je vous ai parlé, qui va faire cette évaluation, entendre la personne dans le cadre d'un entretien. Le cas échéant, la personne pourra être accompagnée sur son histoire et va rendre une première décision ou pour lui octroyer une protection, un statut de réfugié ou une protection subsidiaire, ou pour rejeter sa demande. Et dans ce cas, la demande pourra faire l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction qui siège à Montreuil. Il y a une seule juridiction nationale qui traite toutes les demandes d'asile, quel que soit le lieu où les demandeurs d'asile sont domiciliés et hébergés. Donc, le statut de réfugié, il y a deux types de statuts. On parle d'un asile conventionnel ou d'un asile constitutionnel conventionnel parce que c'est en lien avec la Convention de Genève. Donc, le statut de réfugié donne droit à la carte de résident et concerne une personne qui est persécutée dans son pays. Alors, il peut s'agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social, par exemple, ou sur des opinions politiques. Ce sont également des personnes qui sont des militants politiques, syndicaux, etc., et qui, du fait de cet engagement en faveur de la liberté, sont persécutés dans leur pays d'origine. Donc ça, ces personnes, lorsque ce statut leur est reconnu, vont obtenir cette carte de résident, le statut de réfugié. Et la protection subsidiaire, c'est une autre forme de protection. Elle va être attribuée à des personnes qui ne remplissent pas les conditions d'obtention du statut de réfugié, mais qui, pour autant, vont prouver qu'ils risquent une peine de mort ou une exécution dans leur pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants, ou qu'elles proviennent d'un pays ou d'une région où la situation de conflit armé est telle que leur vie pourrait y être menacée. Je vous donne l'exemple, vous avez entendu probablement parler de cette protection subsidiaire au moment de la chute de Kaboul et de la prise d'Afghanistan par les talibans, où il a beaucoup été de question de cette protection subsidiaire, puisque avant la
prise de Kaboul par les talibans, dans pas mal de régions de l'Afghanistan, on considérait qu'il y avait une situation de conflit armé d'une telle intensité que le seul fait de justifier qu'on provenait de cette région pouvait conduire à obtenir la protection subsidiaire, indépendamment même d'événements personnels qu'on aurait, ou d'engagements politiques qu'on aurait pu faire valoir. Donc voilà pour différencier les deux concepts. Alors, la protection subsidiaire ne donne pas le droit à une carte de résident, elle donne droit à une carte pluriannuelle d'une durée de 4 années. Donc, ce n'est pas du tout c'est pas la même protection qui est accordée, et le titre de séjour n'est pas non plus le même. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de partager mon écran. C'est bon? Alors, je vous disais sur le site du GISTIC où chercher quoi. Alors, déjà, vous avez un onglet adresse dans lequel vous avez, sur le 3e onglet, un collectif et permanence. Cet onglet recense, donc je clique dessus, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, vous voyez, vous pouvez, en fonction de la zone géographique de votre choix, retrouver les différentes associations et collectifs dont nous avons connaissance, et qui peuvent être, avec les informations concrètes qu'on a sur comment est-ce qu'on peut les saisir, éventuellement sur quel sujet ils travaillent, et comment on peut avoir des rendez-vous, etc. Donc ça, ce réseau d'adresses est très précieux et très important, et il vous permet, le cas échéant, de savoir auprès de quelles associations vous renseigner, sachant qu'il y a des associations qui sont généralistes. Je sais que dans les questions qui ont été posées, quelqu'un disait mais moi je dirige vers la CIMAD. La CIMAD, typiquement, c'est une association qui est généraliste, qui est totalement capable de donner des informations, à la fois pour des demandeurs d'asile, mais également pour toutes les questions de séjour et d'éloignement. La CIMAD est présente dans les centres de rétention où sont enfermées les personnes en instance d'éloignement. Donc, les permanences peuvent à la fois faire de l'accompagnement dans le cadre de demandes de titre de séjour et de demande d'asile, et donner des informations sur ces deux aspects. Après, vous avez des associations qui sont plus spécifiques et qui peuvent intervenir sur des sujets plus précis. Par exemple, dans les associations vers lesquelles le GISTI dirige souvent, vous avez une association qui s'appelle le COMED, C-O-M-E-D-E, qui est une association qui travaille, donc ce sont des juristes, des travailleurs sociaux et des médecins, et qui travaille beaucoup sur la question de l'accès aux soins au séjour pour soins, mais également tout ce qui est droits sociaux, donc avec des permanences dédiées, etc. Donc, sur cet onglet collectif et permanence, vous pouvez retrouver en région, alors là, vous voyez, là, si vous mettez l'Île-de-France, vous allez avoir dans les différentes villes les endroits où vous pouvez avoir des permanences et comment contacter ces différentes permanences. Bien sûr, vous avez également des coordonnées d'administration, d'associations et de syndicats, mais en tout cas sur les associations ressources qui peuvent vous aider, vous apporter des éclaircissements sur des questions spécifiques en droit des étrangers. Sur cette question-là, vous avez pas mal de choses, sachant que vous pouvez également, je vous le disais, contacter le GISTI directement par le biais d'une permanence téléphonique. Je vous mettrai le lien, enfin, je vous montrerai où également y aller, et par le biais du courrier, par mail ou par courrier, les bénévoles, les salariés renseignent sur des points spécifiques. On peut les saisir donc par téléphone, dans le cadre des permanences téléphoniques, et par courrier. Donc là, vous avez l'onglet Contact avec information générale, et vous avez un point qui est permanence avec les différentes
manière de saisir le GISTI, permanence téléphonique, voie postale et le formulaire, etc. Il n'y a pas de permanence physique au GISTI, c'est un point important. Il y a des associations qui font des permanences physiques. Le GISTI ne fait pas partie de ces associations-là. C'est vraiment par téléphone et par courrier. Est-ce que vous pouvez remontrer quand même l'annuaire? Oui, C'est alors, bien classé par département, oui, puisque c'est ça. il y a Alors, des personnes de je tout reviens type. dessus. Oui, ça ne vous dérange pas? Oui, oui, bien sûr, je retourne dessus. Je pense, alors, adresse, collectif et permanence. OK. Donc, du coup, vous pouvez aller sur la zone de votre choix. Vous voyez, donc j'ai mis Île-de-France volontairement. Donc, les permanences, vous voyez, sur Paris, avec les différents arrondissements et quelles sont les associations présentes dans les différents arrondissements et comment on les contacte. Ensuite, vous avez, avec des choses spécifiques, vous voyez, par exemple, il y a des associations ou des permanences dédiées pour des problèmes, pour des femmes victimes de violences. Donc, on vous a mis tout ça. Vous voyez, permanence soins santé à Paris, le centre Primo Levi, le COMED dont je vous parlais, des associations qui, ouais, famille, couple. Donc, c'est regroupé éventuellement par thématique, par arrondissement, par thématique. Et après, vous avez également toute l'Île-de-France, vous voyez, Seine-et-Marne, et la même chose va être faite pour les différentes régions d'Île-de-France, département d'Île-de-France, pardon. Super, merci. Voilà. Comme ça, Donc là, vous avez, et n'hésitez pas si jamais, donc en fait, cette carte des collectifs, elle est vraiment mise à jour, mais quasiment en temps réel. Et on a des informations que les structures nous donnent et que nous avons quand nous les contactons, hein, puisque la permanence téléphonique, il y a plein de choses sur lesquelles nous sommes en capacité de répondre. Parfois, on est sur des questions très spécifiques et on renvoie sur les partenaires associatifs. On met à jour régulièrement, donc si vous voyez que quelque chose n'est plus d'actualité, est incorrect, que les horaires ne sont pas bons, etc., n'hésitez pas à faire un mail au webmaster pour que les choses puissent être mises à jour. C'est vraiment comme ça qu'on peut le faire. Donc ça, en principe, en tout cas, tout ce que nous, on connaît de permanence, c'est mis à jour sur cette adresse-là. Je vous parlais tout à l'heure des ressources et notamment des publications. Dans l'onglet donc publications qui est là, vous avez les notes pratiques qui sont mises en ligne gratuitement téléchargeables au bout de 6 mois et qui sont vraiment sur des points très précis. Vous voyez, par exemple, représentation légale des mineurs, demander l'asile en France. Donc, l'idée de la note pratique, c'est vraiment de ne pas revenir sur l'état du droit, de ne pas faire quelque chose de trop technique et difficile, mais que les personnes puissent pouvoir vraiment prendre connaissance et avoir des informations pratico-pratiques très rapidement. Et parmi ces notes pratiques, il y a une note pratique très importante qui s'appelle « Sans papier et pas sans droit ». Je vais arriver dessus. Sans papier et pas sans droit, c'est vraiment un outil fondamental, puisque quand je voyais les questions que vous posiez, notamment sur la formation, le logement, etc., ce sont des fiches par thème qui viennent vous rappeler le fait de ne pas avoir de titre de séjour, ce à quoi vous avez le droit quand même et comment actionner les droits qui sont les vôtres. Donc voilà, sans papier mais pas sans droit, c'est cette note pratique-là. Voilà, qui est mise régulièrement à jour et qui, voilà, vous voyez, par exemple, vous posiez des questions dans le
il y avait des questions sur le logement, etc., vie quotidienne, droit à la domiciliation, justificatif de domicile, ouverture d'un compte bancaire. Donc, c'est vraiment la scolarisation des enfants, l'hébergement, le droit au logement, les difficultés en cas de problème en droit du travail. On a des personnes qui sont dépourvues de titre de séjour et qui pour autant travaillent et qui ont des droits spécifiques du fait de ces statuts. Enfin, vraiment, c'est un outil très important et très pratico-pratique dont je vous recommande la lecture. Ensuite, je vous ai parlé des formations. Donc, vous avez le catalogue des formations avec voilà, en fonction des différents thèmes. Qu'est-ce qui est proposé? Il y a des sessions de 5 jours, des sessions de 2 jours, des sessions destinées à des juristes chevronnés, d'autres plutôt destinées à des travailleurs sociaux qui auraient besoin d'informations plus basiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à la carte et notamment, et vous pouvez vous mettre sur la liste de diffusion qui s'appelle Gisti Info. Quand les réglementations changent, le Gisti fait généralement très rapidement des grandes journées de formation pour décrypter les lois et pour informer au maximum et le plus grand nombre. Donc, si la réglementation bouge, ce qui est quand même à craindre, puisque généralement, à chaque changement législatif, on a le droit des étrangers, le code de l'entrée est remanié. Très rapidement, l'association va organiser, en lien avec d'autres partenaires associatifs, des journées de formation, enfin d'information plutôt, sur ce sujet. Je vous parlais de la difficulté d'accéder en préfecture et des outils un peu pratico-pratiques, par exemple, que vous pouvez trouver. Il y a ces fiches qui sont très, très bien faites, qui s'appellent « Demander l'asile en France ». Vous voyez, elles sont mises en ligne et dans plusieurs langues. Donc ça, c'est très, très important. L'idée, c'est vraiment, elles sont mises à jour régulièrement. C'est des informations très pratico-pratiques et dans plusieurs langues pour que les personnes puissent se les approprier et obtenir des informations. Sur cet onglet est rappelé également la permanence Exilés-la-Chapelle, dont je vous parlais, qui est une permanente interassociative dans laquelle le Gisti a un rôle très actif et qui est dédiée aux demandeurs d'asile, dont les locaux, là pour le coup, la permanence reçoit sans rendez-vous tous les lundis après-midi, rue Affre à Paris, dans le 18e, pour aider les personnes qui sont dans le cadre de leur demande d'asile. Et toujours sur l'onglet pratique, vous avez ce dossier qui s'appelle « Prise de rendez-vous impossible ». Et donc là, spécifiquement, ça concerne les demandes de titre de séjour, les démarches en préfecture. Voilà, vous prendre rendez-vous pour une demande d'asile ou prendre rendez-vous pour une demande de titre de séjour. Chacune a des modalités spécifiques et pour chacune, il y a des difficultés qui ont été rencontrées. Donc, vraiment, l'outil est à la fois de présenter les difficultés, mais aussi de donner des conseils pratico-pratiques aux personnes pour à la fois tenter de débloquer la situation par elle-même, mais aussi, si jamais elle n'y arrive pas et qu'il faut saisir un tribunal, indiquer les preuves qui seront indispensables pour pouvoir engager ce type de procédure. Donc là, vous avez, voilà, avec des modèles de lettres, des modèles de recours pour que les personnes puissent, le cas échéant, à chaque fois, vous voyez, les modèles sont là pour que les personnes puissent s'approprier et faire si elles le peuvent ou si elles peuvent être aidées pour cela, faire les choses par elles-mêmes. Elle a été remise à jour au mois de janvier, elle est encore d'actualité. Donc ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles qui sont mises à jour régulièrement.
Normalement, quand on dépose une demande de carte de séjour, on doit obtenir un récépissé de demande de carte de séjour. Mais en pratique, il y a des pratiques très diverses des préfectures sur cette question de ce récépissé. En fonction de la catégorie de carte de séjour demandée, on va avoir des récépissés avec autorisation de travail ou non. Parfois, on n'a pas du tout de récépissé, on a juste des attestations de dépôt de demande de dossier qui sont déposées. Donc, il y a vraiment énormément de pratiques qui varient de préfecture à une autre. En principe, dans le cadre d'une admission exceptionnelle, quand les préfectures délivrent des récépissés, ce sont très souvent des récépissés sans autorisation de travail. Et parfois, elles acceptent de donner des autorisations de travail quand les personnes font une demande dans le cadre d'une recherche d'emploi, parce que dans le cadre de l'admission exceptionnelle, on a un dispositif qui permet aussi de faire une demande quand on justifie qu'on a travaillé mais qu'on n'a plus d'employeur qui vous soutient, on fait une demande spécifique pour certaines conditions. Donc, je ne sais pas dans quel cadre les demandes que vous déposiez s'inscrivaient, si c'était une demande d'autorisation de séjour AES, enfin d'admission exceptionnelle par le travail, mais comme on est sur une première demande de carte de séjour, l'obligation que ce soit un récépissé avec autorisation de travail pour une admission exceptionnelle, la préfecture n'est pas obligée de donner d'ores et déjà cette autorisation de travail. Ouais. Elle serait obligée sur certains types de séjours de plein droit ou dans le cadre de renouvellement de carte de séjour. Là, il y aurait matière à envisager de faire des procédures. Imaginez quelqu'un qui a une carte de séjour, qui fait sa demande de renouvellement et à qui on ne donne pas un récépissé avec autorisation de travail. Il peut perdre ses droits, son droit au travail, d'autres droits liés à son statut. Donc, il y aurait la possibilité éventuellement de faire une procédure en urgence. Mais là, sur une première demande, effectivement, il y a beaucoup de préfectures qui ne délivrent pas de récépissé et faire un contentieux pourrait être intéressant, mais la difficulté, c'est qu'il faudrait pouvoir faire un contentieux en urgence et la condition d'urgence sur une première demande de carte de séjour est appréciée très rigoureusement par les préfectures, par les tribunaux. Donc, c'est compliqué. Et pour le cas dont vous nous parlez, c'est très intéressant ce que vous citiez. Si j'ai bien compris, parce que je ne vous entendais pas très bien, très bien, la personne était entrée en France à l'âge de 14 ans. Donc, vous voyez, c'est très intéressant comme exemple parce que si j'ai bien compris la situation, c'est une personne qui est là depuis l'âge de 14 ans, dont toute la famille est sur le territoire français. Et donc, c'est une personne qui est éligible à ce qu'on appelle un type de séjour vie privée et familiale de plein droit. On n'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle, où je vous disais l'administration a un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus fort. Et ce dont vous parlez est un exemple auquel nous sommes confrontés de pratiques préfectorales, pratiques d'administration illégales. Je le dis sans, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Une personne qui est là depuis l'âge de 14 ans, dont toute la famille est sur le territoire français, qui n'a jamais quitté le territoire, elle est éligible de plein droit à une carte de séjour et c'est sur ce fondement-là qu'elle doit pouvoir enregistrer sa demande. Et si on lui impose de faire une demande dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il est possible moi je conseille très souvent aux gens de doubler leur demande physique, puisque les gens sont convoqués à la préfecture et elles vont déposer leur dossier dans ce cadre-là, le cas échéant, de doubler leur demande d'une demande écrite, de dire, ben voilà, mon dossier est enregistré, voilà ce que je voudrais faire valoir comme moyen, comme pièce complémentaire, etc. Parce que une des difficultés auxquelles on est aussi confronté parfois, c'est que les préfectures ne vont pas forcément prendre toutes les pièces que vous voulez déposer, alors qu'il y a des pièces qui pourraient être des pièces intéressantes, ou au contraire, on va se retrouver avec des pièces déposées au guichet et la préfecture pourra, moi c'est arrivé récemment avec des décisions où les gens disent, où la préfecture dit, ah ben, vous n'avez pas produit tel ou tel document, alors même que la personne avait produit ces documents. Donc des fois, souvent, le plus souvent possible, quand on peut doubler ces demandes de courrier pour rappeler ce qu'on a donné comme document, ce qu'on a fait valoir comme moyen, comme argument, ça peut être utile.
ça fait partie des gros sujets dont je vous parlais sur la dématérialisation, c'est-à-dire qu'effectivement, les dossiers qui sont déposés dans les espaces en ligne ou les personnes qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, etc., vont se retrouver très souvent, au moment des renouvellements de carte de séjour, en rupture de droit. Avec effectivement des employeurs, des caisses d'allocation, des caisses, etc., qui disent ah ben non, nous, on n'a plus de carte de séjour, plus de récépissé, donc on suspend tout. Dans ce cas-là, quand ce sont des gens qui ont des cartes pluriannuelles ou de résidents, il y a 3 mois de validité, donc il y a un texte où on peut essayer d'argumenter sur ce point avec les caisses et les employeurs, mais sinon, très souvent ce délai de 3 mois est dépassé. Le seul moyen qu'on a, nous, c'est de faire des procédures en urgence devant les juridictions. C'est de conseiller aux gens de faire des procédures en urgence pour obtenir un rétablissement de leurs droits et des documents en bonne et due forme. Mais ce problème-là, c'est un problème majeur aujourd'hui, hein, majeur. Les permanences, les cabinets d'avocats qui sont spécialisés en droit des étrangers et les permanences téléphoniques des associations sont massivement saisis de ce type de problème. Donc, on conseille toujours aux gens de commencer par faire un courrier à la préfecture ou un mail en disant attention, en alertant sur la situation parce que ça peut débloquer des situations et parfois obtenir une attestation ou un rendez-vous. Mais sinon, il ne faut pas laisser traîner les choses et malheureusement, il n'y a que le recours, l'accès au tribunal administratif avec la possibilité d'obtenir un l'aide juridictionnelle si les personnes sont éligibles pour pouvoir être assistées dans ce cadre-là. Question sur le travail. Oui, voilà. Vous avez vu, c'est bon? Oui, oui. Alors, on va peut-être lire la question. Il y a plusieurs questions, en fait. Hein. Oui, je vous dis, il y a plusieurs questions sur le travail. Il y a questions sur le travail des sans-papiers. En fait, elles sont liées. Est-ce qu'une personne en situation irrégulière, mais qui a plus de chances, qui travaille à plus de chances avec une carte de séjour au bout d'un certain délai pendant lequel elle a travaillé, ou de résidence, on va parler de 5 ans. Et enfin, une dernière question, mais elles sont liées. Pourriez-vous aborder la question des employeurs qui ne veulent pas délivrer de bulletin de salaire? Quels sont leurs droits et leurs devoirs? Vous avez beaucoup de choses. Je vous explique. Dans le cadre de la circulaire de novembre 2012 dont je vous parlais, la circulaire Valls, qui est toujours applicable, un des critères, c'est l'admission exceptionnelle par le travail. Et il y a plusieurs cas de figure, et notamment les personnes qui sont là depuis 5 ans, qui justifient qu'elles travaillent depuis plus de 8 mois en étant déclarées, et dont l'employeur accepterait d'accompagner la personne dans le cadre de cette demande de carte de séjour en signant un formulaire CERFA, etc. etc. Alors, première chose, vous allez me dire, vous le pensez, ou peut-être que vous ne le pensez pas, mais je vous le dis quand même, comment est-ce que c'est complètement absurde, on vient de dire, vous êtes en train de nous dire qu'on obtient un titre de séjour parce qu'on travaille, mais par définition, si on n'a pas de titre de séjour, comment est-ce qu'on travaille? Donc, on est bien d'accord que c'est un peu illogique et schizophrène. Mais vous avez plein de situations dans lesquelles les personnes, finalement, sont sans titre de séjour, mais travaillent quand même. Vous avez déjà des gens qui ont obtenu à un moment un titre de séjour et donc qui ont pu travailler et qui ont perdu leur carte de séjour à un moment ou à un autre. On a beaucoup de personnes qui se retrouvent en situation irrégulière alors même qu'elles avaient un titre de séjour à une époque. Donc, ces personnes, leur employeur n'a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour et à un moment, il va découvrir que cette carte de séjour n'était plus valable. Et dans ce cas-là, cette régularisation par le travail va pouvoir être envisagée puisque la personne, elle va continuer à avoir des bulletins de salaire. Vous avez des personnes qui ont travaillé ont utilisé des fausses cartes de séjour à leur nom pour pouvoir être embauchés et qui finissent par parler de la situation à leur employeur et l'employeur peut accepter de poursuivre l'embauche et de continuer à employer la personne. Enfin, vous avez plein de cas de figure et puis vous avez des situations où des employeurs sont tout à fait enclins
enclins à dire, bon, bah, écoutez, moi j'ai du mal à trouver quelqu'un, il se trouve que j'ai rencontré cette personne qui correspond au type d'emploi dont j'ai besoin, qui convient parfaitement, donc je prends le risque, je vais effectuer mes déclarations URSSAF, etc., et déclarer la personne, et je l'accompagnerai après, le cas échéant, dans sa démarche. Donc, tous ces cas de figure peuvent exister, et vous pouvez aussi avoir des personnes qui vont essayer de faire valoir le fait qu'elles travaillent, même si elles n'ont pas des bulletins de salaire. C'est aussi prévu par la circulaire, mais si elles ont la preuve de cette activité professionnelle, par exemple, qu'elles ont été payées en espèces et qu'elles ont mis l'argent sur le compte en banque. Donc, vous voyez, on peut avoir cette preuve de l'activité professionnelle avec d'autres documents, etc. Donc, ça recouvre pas mal de réalités, mais il faut que vous ayez des personnes, il faut que la personne soit employée, accompagnée ou par l'employeur qui les emploie déjà, ou alors qu'un autre employeur serait disposé à effectuer cette démarche. Ce sont ça les critères qui sont demandés. Alors, cette histoire de 5 ans dont on parle, c'est parce que dans le cadre de cette circulaire, le critère sur pas mal de choses, parents d'enfants scolarisés, régularisation par le travail, couple en situation, en couple avec une personne en situation irrégulière, la circulaire parle de 5 ans. Donc, c'est comme ça que dans l'imaginaire collectif, on nous dit « Ah ben moi, je vais faire une demande de carte de séjour parce que je suis en France depuis 5 ans et que donc, je sais qu'on peut demander les papiers dans ce cadre-là. » Mais en fait, non. Aucun texte ne dit qu'au bout de 5 ans de présence en France, vous pouvez avoir une carte de séjour. C'est forcément lié à un autre critère. Un critère familial, un critère de scolarisation des enfants, un critère professionnel, etc. Les 5 ans seuls ne permettent pas d'obtenir une régularisation. Alors, je renvoie à la brochure « Sans papier n'est pas son droit » sur la question sur les employeurs. Le fait que votre employeur découvre que vous êtes en situation irrégulière, que vous lui avez donné une fausse carte, ou alors qu'il vous a embauché en situation sans vous déclarer et qu'il refuse de vous donner des bulletins de salaire, ça fait partie des éléments à faire valoir devant les prud'hommes. Il y a, même si on est dépourvu de titre de séjour, il y a un droit du travail qui va s'appliquer et il y a la possibilité, le cas échéant, d'engager des procédures, mais ça, il faut prendre attache avec ou un syndicat ou des avocats spécialisés en droit du travail, parce qu'il y a la possibilité, le cas échéant, de contraindre à obtenir ces bulletins de salaire, de faire constater l'existence d'une situation professionnelle, etc. Mais ça, on est vraiment en droit du travail pur, mais ça existe. Il y a un lien très fort entre le droit du travail et le droit des étrangers dans ces dossiers d'admission exceptionnelle par le travail. Alors, après, pour finir sur cette question et pour compléter ma réponse sur est-ce que la personne a des chances, etc., on est dans de l'admission exceptionnelle. À dossier égal, vous dire le travail, ça ne fonctionne pas, ce serait complètement erroné. Vous dire oui, oui, le travail, ça marche très bien, ça le serait aussi. C'est de l'admission exceptionnelle, il y a un pouvoir d'appréciation très fort de l'administration. Bon, on a des dossiers présentés dans le cadre de la circulaire qui marchent, qui sont acceptés, d'autres qui ne le sont pas. Il faut quand même essayer d'élargir au maximum ses chances et de voir comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en avant. Est-ce que j'ai des critères d'intégration sociale? Est-ce que je prends des cours de français? Est-ce que j'ai fait des formations? Est-ce que j'ai un petit peu de situation familiale? Est-ce que je suis très impliquée dans une association, dans une activité sportive, culturelle? Que sais-je? Tout ce qui peut vous être mis en avant, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, même si ça ne figure pas sur une liste de pièces administratives. Il y a une question dans le chat sur les autorisations de séjour liées à la santé qui expirent quand ils estiment que les personnes vont mieux. Alors, il existe dans le code de l'entrée et du séjour une carte de séjour de plein droit, donc comme la carte vie privée et familiale en raison des liens de famille, pour une personne étrangère malade qui justifie que son état de santé nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine. Ce sont 3 conditions cumulatives. Moyennant quoi, si l'état de santé s'améliore, on ne rentre plus dans le dispositif. Deuxième chose, si la situation sanitaire du pays dont on est originaire s'améliore, également,
on risque, au moment du renouvellement de sa carte de séjour, d'obtenir une décision de refus, alors même que l'état de santé ne se serait pas amélioré. Ça, ce sont des situations qu'il faut autant que possible essayer d'anticiper. Quand les personnes voient leur état de santé s'améliorer, il faut avoir en tête qu'il va y avoir ces décisions de refus avec, au QTF, ces obligations de quitter le territoire qui vont être prises. Et du coup, il faut essayer autant que possible, avant la décision, au moment du renouvellement, d'essayer de faire valoir sa demande sur un autre fondement. Donc, depuis quand est-ce que je suis là? Est-ce que je travaille? Est-ce que j'ai une situation familiale à faire valoir? Quand bien même j'aurai une carte de séjour pour soins. Comment est-ce que je peux essayer d'anticiper les choses et de demander mon titre de séjour sur un autre fondement? Sinon, et c'est très difficile à comprendre pour les gens. Vous avez des gens qui ont eu pendant 4 ou 5 ans des cartes de séjour en tant qu'étrangers malades, qui ont travaillé pendant cette période-là, qui travaillent toujours, et qui ont dit tout d'un coup, ben, finalement, votre état de santé peut être soigné au pays d'origine. Alors qu'eux disent, mais moi, mon état de santé ne s'est pas amélioré, j'ai toujours le même suivi, le même médecin, etc. Mais les données en possession de l'administration et donc des médecins de l'OFII en l'espèce, estiment que la situation sanitaire permet aujourd'hui que la personne peut être soignée. Si la personne n'a pas anticipé les choses et n'a pas essayé de demander autre chose à la préfecture au moment de son renouvellement, elle risque de se voir éloignée du territoire avec la possibilité de faire un recours et de faire valoir le cas échéant ses droits, mais ça peut être plus compliqué. Sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question de manière formelle. On est bien évidemment très inquiet sur l'instruction des demandes de visa, si tant est qu'elles étaient facilitées avant. Enfin, l'annonce laisse à penser que jusque-là, les ressortissants algériens obtenaient facilement des visas, ce qui les fait quand même doucement rigoler. Ce n'est pas une réalité dont ils sont très... Voilà, ils considéraient que c'était déjà très dur, mais oui, bien évidemment, on peut craindre. Alors, il y a un accord franco-algérien quand même qui est applicable, qui est un texte qui prévoit des conditions d'accès au titre de séjour. Le texte n'est pas changé. Il ne peut pas être changé en 2 minutes. Il faut qu'il y ait une réunion du Parlement français et du Parlement algérien pour que ce texte puisse être modifié. Et en l'état des relations, je pense qu'ils ne vont pas se mettre d'accord pour le modifier. Mais en l'état, l'accord franco-algérien s'applique. Et quand bien même il y aurait un durcissement souhaité de l'instruction des dossiers, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même un cadre qui s'impose à l'administration et qui, du coup, pourra être évoqué devant les juridictions. Voilà. Mais par contre, on est très inquiet sur les demandes de visa, ça c'est sûr. Exactement le texte primo-arrivant vis-à-vis de la situation. Alors, primo-arrivant, ça c'est facile de vous répondre, c'est quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire français. C'est ça que ça veut dire. Primo-arrivant, donc ce sont des gens qui viennent d'arriver. Moi, je vous ai parlé de situations de personnes qui parfois étaient là depuis un certain nombre d'années, qui avaient eu des titres de séjour ou pas à un moment. Donc, c'est pas primo-arrivant, la personne arrive sur le territoire. Un enfant qui naît sur le territoire français, déjà, n'est pas français du fait de sa naissance en France. Ça aussi, ça fait partie des choses dont on entend qu'un enfant qui naît en France est automatiquement français. On peut devenir français quand on est... Alors, où on est né de parents français, et dans ces cas-là, on obtient la nationalité française, qu'on soit né en France ou ailleurs, si cette filiation est établie du fait de la minorité. Lorsqu'on est sur le territoire français de parents étrangers, les parents vont vous transmettre leur nationalité. S'ils ne peuvent pas vous transmettre leur nationalité, là, on pourrait faire une demande de nationalité tout de suite pour éviter un cas d'apatridie, et c'est très rare. Et sinon, l'enfant pourrait devenir français dans le cadre de démarches qui ne quittent pas le territoire français, effectuées à partir de l'âge de 13 ans avec ses parents ou que le mineur pourrait effectuer par lui-même à partir de l'âge de 16 ans.
Alors, les personnes qui rentrent dans le cadre du regroupement familial, pour accéder à la carte pluriannuelle, elles ont l'obligation, donc elles vont arriver au moment où on va leur délivrer leur première carte de séjour, on leur proposera, l'OFII les convoquera pour signer le contrat d'intégration républicaine et pour leur proposer, donc normalement c'est 1 an avec des cours de français, etc. Et à l'issue de ce contrat, s'il a été respecté, elles pourront accéder à des cartes pluriannuelles, etc. En fait, ce contrat, il est très important pour pouvoir accéder à des cartes de séjour de durée plus longue qu'une année. Dans l'accès de la carte à résident, de la carte pluriannuelle, pardon, il est notamment indiqué ce contrat, la signature de ce contrat d'intégration républicaine, sachant que l'OFII va convoquer la personne, évaluer le besoin en langue et fixer des cours. Et une fois, au bout d'1 an, ce sera évalué et il faudra que la personne ait évolué, qu'elle ait fait des progrès dans le cadre de la langue, etc. À partir du moment où elle a respecté ses obligations de nombre d'heures, etc., c'est très rare que le contrat ne soit pas signé. En fait, ce qui est imposé à la personne, c'est qu'elle suive les enseignements linguistiques et sur la vie en France dispensés par l'Office, et qu'elle soit présente et assidue dans le cadre de ces formations. Disons que ça fait partie des critères d'intégration. Lorsque vous faites une demande de carte de séjour et qu'on justifie que vous avez suivi des cours de français, et comme toutes les formations suivies, etc., ce sont des critères d'intégration importants. Ça ne sera pas un élément suffisant pour obtenir une carte de séjour, d'avoir obtenu un DELF B1, mais en revanche, dans le cadre d'un faisceau, d'un examen global d'un dossier, ça sera un critère d'intégration qui sera bien évidemment mis en avant. Si elle est là depuis plus de 5 ans et qu'elle n'a que, excusez-moi, l'obtention de ce DELF B1 et qu'elle n'a pas d'autres critères familiaux ou professionnels, etc., le fait d'être là depuis 5 ans, ça n'est pas suffisant s'il n'y a pas d'autres critères. Les 5 ans doivent vraiment être associés dans le cadre de la circulaire de novembre de régularisation. C'est le socle qui est considéré comme minimum, sauf dans le cadre du travail où il peut y avoir 3 ans si les personnes travaillent depuis plus de 2 ans. Mais sinon, c'est 5 ans avec des enfants scolarisés depuis plus de 3 ans, 5 ans avec 8 mois de bulletin de salaire, 5 ans avec un conjoint en situation régulière. C'est toujours associé à une autre situation, obligatoirement. Déjà, sur la naturalisation, il faut quand même avoir bien en tête qu'il n'y a pas de droit à la naturalisation. On est dans un domaine où l'administration a un pouvoir discrétionnaire extrêmement fort. Il y a des critères de recevabilité d'une demande de naturalisation, durée du séjour en France, etc., etc. Mais il n'y a pas d'obligation. Et j'ai bien entendu, on a eu beaucoup de retours sur cette circulaire, entre guillemets, en nous disant, si, à partir du moment où les personnes ont travaillé pendant le Covid, l'administration s'est engagée à obtenir, leur délivrer la naturalisation, mais ça, ce n'est pas vrai. En fait, la naturalisation allait être facilitée pour les personnes qui ont travaillé pendant le confinement sur une liste de métiers donnée, mais pour autant, tous les autres critères de la naturalisation étaient toujours d'actualité, et le critère de la langue, du niveau de langue, ça fait partie des critères qui sont prévus par la loi. Donc, il peut être tenté un recours hiérarchique pour cette personne, puisque c'est un recours préalable obligatoire auprès du ministère, en mettant en avant la durée de son séjour, la présence de ses enfants français, etc., etc. Mais il n'en reste pas moins que légalement, si la personne ne remplit pas les conditions de la langue, la décision me paraît difficilement contestable, en tout cas devant le tribunal. Peut-être auprès du ministère, en mettant en avant le fait que la personne ait travaillé pendant le confinement, etc. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge des recours préalables obligatoires sur les demandes de... En fait, vous avez un recours préalable obligatoire en cas de refus de naturalisation.
Et c'est auprès du ministère, les coordonnées, normalement, c'est au verso de la décision que vous avez les voies et délais de recours. C'est 2 mois à compter du moment où la personne a reçu sa demande de naturalisation. Oui, oui, okay. Peut-être qu'on peut répondre juste à ces 2 dernières questions. Et puis, alors, il y en a une qui, donc pareil sur la naturalisation, quel est le critère de durée de résidence en France pour la naturalisation? 5 ans. 5 ans. Dans la recevabilité d'une demande de naturalisation, ce qu'on appelle l'obligation de stage, c'est 5 ans, étant précisé qu'il y a certaines situations dans lesquelles cette condition de stage, cette durée de présence, peut être diminuée 2 ans ou la personne peut en être dispensée. Par exemple, une personne qui obtient le statut de réfugié pourrait normalement de faire sa demande de naturalisation dès l'obtention de sa carte de résident. Mais attention, c'est un des critères, la durée de séjour, la durée de la présence régulière, 50 situations régulières. C'est un des critères auxquels doit s'ajouter la langue dont on a parlé, mais aussi des critères de situation professionnelle, puisqu'on doit être en situation d'autonomie professionnelle, etc. Donc, le délai de présence, c'est un critère, mais ce n'est pas le seul. Et la situation professionnelle, la situation familiale, on doit justifier, si on a une situation familiale, qu'il y a une notion qui s'appelle le domicile de nationalité, qui est d'avoir son domicile de nationalité, c'est-à-dire le centre de ses intérêts professionnels et personnels. C'est ça le domicile de nationalité. Donc, en gros, si on est marié ou si on est en couple, le conjoint et les enfants doivent être en France. Donc, les 5 ans de présence sont un des critères, mais ce n'est pas le seul. Il faut penser à la langue, au travail, à la situation familiale, etc. etc. et avoir été aussi de bonne vie et de bonne mœurs, c'est-à-dire là, ce qui va être vérifié, c'est est-ce que vous avez bien payé vos impôts en temps et en heure, est-ce que vous n'avez pas de dette fiscale, hospitalière, etc. etc. Alors, du coup, moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on réponde à une dernière question. Donc, sa question, c'était combien de temps faut-il compter pour qu'un demandeur d'asile ait une réponse sur sa demande? Quelle est sa situation durant cette attente? Ouais. Alors, c'est très variable, les délais de réponse, puisque d'abord, la personne c'est l'OFPRA qui va prendre la décision une fois que le dossier a été enregistré. Alors, la personne, en principe, sauf si elle est, avec une attestation de demandeur d'asile, elle est en séjour régulier sur le territoire français dans l'attente de la décision de l'OFPRA. Et on a tous les cas de figure. Il y a des réponses qui interviennent dans un délai. Alors, ça fait partie des choses régulièrement de raccourcir les demandes, les instructions des demandes d'asile et d'arriver à une moyenne de 4 à 6 mois OFPRA et Cour nationale du droit d'asile compris, ce qui est quand même assez expéditif et assez rapide. C'est une moyenne. Aujourd'hui, on a des dossiers pour lesquels tout a été fait en 6 mois, d'autres qui sont en attente depuis 18 mois. Ça va dépendre de plein de choses. Ce qu'on constate, c'est que en fonction des événements dans certains pays, les demandes, les instructions ont l'air un peu suspendues. Peut-être qu'on attend de voir comment la situation va évoluer. C'est très variable. Vous donnez un délai, voilà, la moyenne, c'est 4-6 mois, mais vous donnez un délai précis. Et en attendant, la personne est en situation régulière, en tout cas jusqu'à ce que l'OFPRA… Alors après, il y a pas mal de subtilités. Je dessine à grands traits sur est-ce que la personne est d'un pays sûr, etc. Il peut y avoir plein de subtilités sur le droit au séjour, le droit au maintien du demandeur d'asile, mais normalement, la personne est en situation régulière pendant l'instruction de sa demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué, sauf situation particulière de se perdre de droit au séjour, avec possibilité au bout d'un certain temps de faire une demande d'autorisation de travail, mais pas tout de suite, etc. Ok, merci beaucoup Vanina. Merci à vous pour votre participation, vos questions. Vraiment désolée, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions puisque c'est un sujet très dense et vaste. On va tenter d'aborder cette thématique en 2022 à nouveau.
peut-être sur une durée plus longue, du coup, on verra ça. Et vraiment un grand merci. On vous envoie tout de suite le lien de notre formulaire qu'on vous demande, s'il vous plaît, de remplir. Ce formulaire, il nous permet d'organiser nos rencontres d'une fois sur deux, de déterminer les thématiques qui vous intéressent, en fait, aussi et surtout. Voilà, je ne sais pas si Vanilla, vous vouliez compléter. Non, non, merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous. Le cas échéant, dans le cadre du compte-rendu, je rajouterai les différents textes dont j'ai parlé sur la carte vie privée familiale, les articles dédiés. Sur la circulaire, sur les critères de la circulaire, n'hésitez pas non plus, il y a une note pratique qui est téléchargeable sur laquelle vous pouvez avoir les différents critères qui peuvent vous être utiles. Donc, je regarderai dans le compte-rendu à faire des liens avec tout ce qui peut vous être utile. On va travailler ça avec Charline, il n'y a pas de souci. Oui, et merci pour votre attention. Oui, on enverra donc le formulaire, le compte rendu, pardon, on espère avant fin octobre. Et puis, s'il est prêt, il sera dans la prochaine newsletter. Bon, peut-être que je m'avance un petit peu là, on verra. Et vous aurez aussi le lien de rediffusion de la rencontre qui vous sera mis à disposition. Voilà, merci beaucoup. Merci.